pour la discussion. Franck, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Bonjour. Bonjour, Le Tanguy. gouvernement interdit désormais le renvoi des apprenants, des salles de composition pour frais de scolarité non soldés ou même de faire embargo sur leur dossier de candidature pour ceux qui sont candidats aux examens de fin d'année. Réaction, Franck? Je considère que c'est un rappel à l'ordre que la ministre qui assure l'intérim de feu Yves Chabi-Kouaro a eu affaire au chef d'établissement. Et lorsque j'ai parcouru la note, j'ai identifié 3 différents niveaux. D'abord, elle a planté un peu le décor, le constat général qu'elle a fait, le diagnostic qui n'est pas du tout bon, ou en pleine composition, en plein moment d'évaluation des enfants, on les renvoie, on les met dans la cour, on les met parfois sous le soleil, sous les arbres, on leur dit, pour dire, mais écoutez, allez dire à vos parents de venir solder la contribution. Ça se passe, ça continue de se passer. Et donc, sur la question, elle n'a rien inventé. Le retour est très bon et elle a saisi l'occasion pour demander au chef d'établissement de revoir cela. La deuxième partie que je note, que je repère dans cette circulaire, c'est les conséquences que cela peut avoir sur les apprenants. C'est une entrave selon elle à l'amélioration des rendements, à l'atteinte des objectifs fixés par, disons, le gouvernement en termes d'éducation, mais également une entrave à l'atteinte des objectifs qui sont contenus dans les lettres de mission qui sont confiées à ces chefs d'établissement. Et puis, elle a fait des propositions en rappelant le cadre réglementaire où dans les articles 29 et 30, on a demandé de ne pas renvoyer, mais en même temps, on met les parents face à leurs responsabilités, que personne ne peut se prévaloir de quelque argument que ce soit et ne pas payer les contributions ou les frais de scolarité. Je crois que j'ai beaucoup aimé le synopsis de cette note-là que la ministre a eu à prendre, et ça pose un véritable problème au niveau de nos établissements, parce que parfois les chefs d'établissement en font de trop. On est en début d'année, on est à 1 mois, 2 mois de la rentrée, on veut recouvrer tous les frais de scolarité. Déjà 2 mois après la rentrée, on commence par renvoyer les enfants, oubliant que cela agit sur la psychologie de ces petits enfants. Vous voyez vos camarades qui sont en classe en train de suivre le cours, on vient, on vous sort, on distribue les épreuves, on vient, on cite vos noms devant tous les camarades, et puis on vous sort, on vous dit d'aller quelque part dans la cour, et parfois les enfants restent là de la matinée jusqu'à midi où les parents reviennent les chercher. Parce qu'on n'appelle pas les parents, on ne leur dit pas que on va renvoyer. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des forums que les établissements créent, on avertit et suite, mais les conditions de vie ne permettent pas toujours à ces parents-là de le faire. Même parfois, quand vous allez négocier pour demander une échéance, on ne vous l'accorde pas, ou on vous l'accorde et en pleine composition, on sort votre enfant. Je peux comprendre la motivation de ces chefs d'établissement. Ils ont envie de toucher le moment fort, le moment précieux pour ces parents et pour ces apprenants-là, pour essayer de recouvrer. Mais il y a toujours d'autres possibilités à mettre en œuvre pour recouvrer les contributions. Et donc, c'était opportun de faire ce rappel à l'ordre là, et surtout d'avertir, parce que selon la note circulaire, la ministre a dit qu'elle ne va plus tolérer, voilà, j'y arrive, ce genre de comportement dans les établissements, et à tous les points de vue, je pense qu'il vaut mieux trouver une solution, sinon ça crée assez de désagréments. Il y a des enfants qui pleurent à chaudes larmes, qui parfois tombent malades parce que ils ne s'en reviennent pas de se voir retiré d'une salle de classe en pleine composition. Peut-être que tout le week-end, il a pris son temps pour étudier, pour se dire, pour ces évaluations-là, je veux mettre le paquet, et on interrompt son rêve de rendre ce qu'il a appris. C'est compliqué pour ses enfants. Eric? Vous savez, c'est un rappel important parce que nous rentrons déjà dans la période des examens. Il faut rappeler au chef d'établissement que cette pratique
ne doit plus justement amener les chefs d'établissement à empêcher les candidats justement d'aller à l'examen. Parce qu'un examen n'est pas un devoir de classe. On peut toujours reprendre un devoir de classe, mais pas un examen. Donc c'est assez important. Et cependant, nous savons que cette pratique a toujours existé. Parce que pour les enseignants ou pour les chefs d'établissement, c'est la meilleure période de faire pression sur les candidats et sur les parents pour justement récupérer les frais d'inscription. Mais quand nous prenons le règlement pédagogique en son article 29 qui stipule que tous les élèves sont astreints au paiement de la contribution scolaire, sauf dérogation, conformément au test en vigueur, les nouveaux élèves en classe de 6e et les élèves transférés sont tenus de payer l'intégralité de la contribution avant leur inscription. Et les anciens élèves sont tenus de payer l'intégralité de la contribution au plus tard avant la fin du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Ce qui suppose que les chefs d'établissement ont la possibilité de finir avec les tractations en matière de paiement de souscription bien avant la période des examens. Donc je pense que c'est à eux de trouver vraiment les voies et moyens et les formules pour que les candidats soient à jour de leur souscription avant que la période des examens ne soit véritablement engagée. Ça n'est pas la veille des examens, n'est-ce pas, qu'il faut commencer par pas courir dans tous les sens ou pas demander aux candidats ou à leurs parents de payer les frais d'inscription. Donc, il ne faut pas justement tolérer que un candidat, à l'exception de ces périodes indiquées dans le règlement pédagogique, ne soit pas à jour de son inscription. Et l'article justement 30 qui dit que aucun élève ne peut être renvoyé ou empêché de prendre part aux examens pour non-paiement de la contribution scolaire. Parce qu'on suppose que si on respecte l'article 29 et que les périodes indiquées, les chefs d'établissement ont tout mis en œuvre pour que les candidats, soit ceux qui sont en 6e avant leur inscription, les anciens payent avant le premier semestre de l'année, que tout le monde soit à jour, le problème de non-paiement ne se poserait pas la veille des examens. Mais après, nous connaissons les réalités dans nos établissements. À l'inscription, les parents vous diront, nous n'avons pas la totalité, nous avons un peu accepté nos enfants. Même avant le semestre, on vous dira toujours qu'on n'a pas la totalité des souscriptions, justement. Donc, il faut vraiment trouver la formule avec les chefs d'établissement pour que ces moments de désagrément qui arrivent à la veille des examens ne soient plus un élément, n'est-ce pas, pour justifier le fait qu'un candidat soit renvoyé et comme conséquence n'est pas assez aux classes d'examen. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes obligés, en tout cas les chefs d'établissement sont obligés de respecter le règlement pédagogique, mais aussi la note de la ministre des Affaires sociales qui justement assure l'intérim du ministre de l'enseignement secondaire pour que sur le plan national, justement, aucun enfant ne soit renvoyé pour des motifs de non-paiement de souscription avant la date des examens. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu plusieurs cas récemment où des élèves ou des candidats à l'examen ont vu leur convocation confisquée par les chefs d'établissement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu solder les frais de scolarité. On a vu ces cas, nous les avons même traités ici sur ce plateau. Nous avons également vu des enfants qui n'ont pas vu leur nom sur la liste parce que leurs dossiers n'ont pas été envoyés et traités comme cela se doit. Donc par conséquent, ces enfants n'ont pas pu composer une année perdue, 9 mois d'études et de sacrifices largués juste parce qu'il y a eu un problème financier. Effectivement, il y avait véritablement problème pour qu'on vérifie, pour qu'on revienne sur ce dossier. Quand vous suivez la note pédagogique, le règlement pédagogique et la note sortie par la ministre pour rappeler à l'ordre ces chefs d'établissement, on peut déjà retenir deux choses. Le premier souci, c'est celui du rendement. Celui du rendement en ce sens que ces enfants qu'on sort, ces enfants à qui on ne permet pas de composer comme les autres parce qu'entre-temps, leurs parents n'ont pas pu payer les frais de scolarité comme cela se doit ou n'ont payé qu'une partie, ces enfants devraient normalement contribuer d'une certaine manière au rendement
que ce soit positif ou négatif, mais en tout cas, c'est le positif qu'on souhaite toujours, mais ça permet quand même d'avoir la vraie image du système scolaire, la vraie image de l'étude, la vraie image du rendement. Malheureusement, quand nous faisons ces soustractions, nous n'arrivons pas toujours à voir le vrai résultat. Et cela ne permet pas d'avoir véritablement le résultat qu'on veut, que le gouvernement aurait souhaité avoir pour qu'on sache réellement que les enfants travaillent. Le deuxième souci, c'est l'exclusion et la déscolarisation. Vous savez, c'est assez facile de dire aux enfants de rentrer parce que leurs parents n'ont pas payé les frais de scolarité. Si les parents n'en ont pas, j'ai échangé entre-temps avec un monsieur que j'ai rencontré à Banikouara, j'ai oublié la localité précisément, qui est aujourd'hui relais communautaire. Il a dit qu'il est allé jusqu'en classe de terminale et qu'en classe de terminale, il était prêt pour aller aux élections, à l'examen, quand ses parents n'ont pas eu les moyens pour payer sa scolarité. C'est comme ça qu'il a fini avec les bancs et il s'est retrouvé sans poursuivre ses études. C'est un témoignage qui m'a un peu touché parce que je me suis dit, voilà ce monsieur qui aurait peut-être eu la chance d'avoir la licence, d'avoir la maîtrise, ainsi de suite. Mais il a connu la déscolarisation juste pour des moyens financiers. C'est vrai qu'on me dira certainement que oui, inscrire les enfants, c'est aussi une question de moyens. C'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de souveraineté. Il faut faire en sorte que s'il y a possibilité de scolariser autant d'enfants que possible et de les maintenir, parce que scolariser c'est une chose, mais les maintenir à l'école, s'il faut le faire, il faut le faire. L'autre sujet encore, à part la déscolarisation et le rendement dont je parlais, il y a aussi les violences qui sont faites sur les enfants en ce moment-là. Vous savez, pour un enfant, et qu'on vient sortir en plein devoir, où il est en classe, vous voyez, Eric l'a soulevé tout à l'heure, on cite les noms, vous sortez de la classe parce que vous n'avez pas soldé, et vos parents n'ont pas soldé la scolarité, il y a un choc émotionnel pour ces enfants-là. C'est une frustration. Et devant leurs camarades, vous voyez, si on vous sort une fois, on vous sort une deuxième fois, les enfants commencent pas à être gênés. Et c'est un choc moral, c'est une violence émotionnelle qui est là, c'est une frustration qui est là. Cet enfant, quand il vient en classe, il n'arrive il n'arrive plus à donner véritablement le meilleur rendement. Et est-ce que c'est ce qu'on veut? Parce que l'enfant va venir, il sera toujours sur l'équipe. Je suppose qu'il a déjà une idée, il se dit, mes parents n'ont pas encore fini la totalité. Et chaque fois qu'il voit peut-être le surveillant passer, ou le censeur passer, ou le directeur passer, il se met en alerte. Il ne suit plus le coup. Parce que dans sa tête, il y a la frustration, il n'est plus là, il n'est véritablement pas sécurisé pour véritablement donner le rendement qu'il faut, parce qu'il faut d'abord apprendre pour donner le rendement. Là, en ce moment, il n'apprend pas, il est concentré sur son éventuelle sortie de la classe, et vous savez ce que ça peut donner comme problème. Ceci étant, j'apprécie fortement ce rappel à l'ordre, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Déjà, il faut quand même que les établissements aussi renflouent les caisses parce que ces établissements ont des charges à prendre à gérer. Et donc, la responsabilité des parents est concernée. Mais quand je lis l'article 29, je dis, il y a une ouverture dangereuse au niveau de l'article 29. L'article 29 qui dit que oui, les enfants qui ont subi une transition doivent impérativement solder complètement les frais de scolarité avant de commencer les études. Les enfants qui sont en 6e aussi doivent solder complètement leurs frais de scolarité avant de commencer. Jusque-là, je n'ai aucune objection, mais on dit les anciens doivent solder la totalité de leurs frais de scolarité avant la fin du premier trimestre. Vous et moi, nous savons tous comment ça se fait. Il y a des parents qui parfois gèrent les frais de scolarité sur le semestre et parfois même disons il faut jusqu'à 6 mois, 7 mois avant de finir la scolarité. Ils demandent des tranches qui vont de 2 à 3. Vous imaginez que si on exige d'un parent qu'il paye l'entièreté des frais de scolarité de son enfant avant la fin du trimestre, parce que quand on parle de la fin du trimestre, du premier trimestre, là nous parlons des 3 premiers mois, si la scolarité, si la rentrée commence par exemple en septembre, ce qui veut dire que le parent a l'obligation de finir de payer les frais de scolarité avant décembre, sinon avant janvier. Le parent va se dire, mais non, j'ai la possibilité de payer la première tranche.
en janvier ou en février, je vais payer la deuxième tranche, ou peut-être en mars, avril, je vais payer la troisième tranche, parce que c'est en fonction de ses moyens. Il ne peut pas aller voler pour le faire. Voilà qu'on lui exige, parce que c'est une loi qui est là, c'est un texte qui est là. Vous allez voir, c'est tel que le rappel a été fait, les chefs d'établissement vont maintenant placarder cet article-là à l'encontre de tous les parents qui viennent en leur disant, écoutez, c'est pas nous qui décidons. Ce que l'État a dit, voilà. L'État a dit, en son article 29, que vous devez payer l'intégralité des frais de scolarité avant la fin du premier trimestre. Ce parent qui n'a pas les moyens, parce que vous savez, dans une société, tout le monde n'est pas, les populations ne sont pas égales, donc chacun a son niveau de survie. Si ce parent, par exemple, n'a pas la possibilité de le faire, imaginez un peu le choc et imaginez un peu ce que ça va créer. Ce qu'on veut régler, est-ce qu'on l'a véritablement réglé à ce niveau? Ça, c'est une question qu'on se pose. L'autre ouverture encore, vous savez, on dit quelque part dedans que les chefs d'établissement n'ont qu'à trouver d'autres moyens pour pouvoir se faire payer leurs frais de scolarité. En même temps qu'on parle des devoirs, en même temps qu'on parle de la saisine des convocations, en même temps qu'on dit que les dossiers ne doivent pas être bloqués, il y a 3 aspects qu'on vient de citer, mais il y a un aspect qu'on ne doit pas omettre. Il y a des interrogations surprises, il y a des contrôles inopinés que les professeurs font. Imaginez que l'enfant sorte de la classe, qu'on renvoie l'enfant. Nous ne sommes pas en plein devoir, on l'admet. On n'est pas en plein devoir. Mais imaginez que l'enfant sorte, qu'il soit renvoyé dans une période où il n'y a pas de devoir, parce que le chef d'établissement vous dira simplement, il n'y a pas de devoir, je ne l'ai pas renvoyé en temps de devoir, donc ça veut dire qu'il répond aux normes ici. Mais l'enfant est sorti, le professeur qui vient en classe, il fait une interrogation, je suppose il est sorti pour 2 jours, le lendemain notre professeur qui vient, il fait une interrogation. Certainement que l'enfant peut-être a l'habitude d'exceller dans cette matière-là, au lieu d'avoir 18 ou 20, il se retrouve dans une posture où il vient maintenant, il se retrouve peut-être avec un 0. 0, 2 fois, 0, 3 fois, sur sa note, sur sa note finale, imaginez un peu ce que ça va donner. Donc je pense que le véritable problème ici, il va falloir que la ministre, par intérim, et les chefs d'établissement s'asseyent à nouveau, qu'ils revoient véritablement ensemble ce qui a lieu de faire. Je sais que c'est pour sécuriser les enfants, mais ici, en même temps qu'on sécurise les enfants, on laisse une ouverture qui n'est véritablement pas avantageuse pour les enfants eux-mêmes. Et de l'autre côté, les parents vont se dire, si je ne peux pas solder avant les 3 mois, alors là, l'enfant n'a qu'à rester à la maison. Il y a des parents qui le diront. Et quand ces enfants le disent, alors bienvenue à la déscolarisation. C'est assez délicat parce que même avec la démonstration de l'URI, vous savez, je préfère que l'enfant soit embêté en classe pour des interrogations des devoirs, que ce soit plutôt pour un examen. L'examen, c'est très capital, justement. Donc, si, selon le règlement, les chefs d'établissement essaient de mettre la pression sur l'enfant ou sur les parents pour qu'à l'occasion des devoirs, des interrogations, cela puisse amener les parents à payer les souscriptions et donc permettre à leur enfant de pouvoir participer à l'examen comme cela se doit avec tous les autres enfants. Si on doit choisir, je préfère cette méthode-là. Oui, mais le danger, en même temps, c'est que si on bloque par exemple un enfant qui, pendant, je suppose, en 5e ou en 4e, qui éventuellement a été bloqué parce qu'il y a eu plusieurs notes d'interrogation dans lesquelles il a eu 0, alors qu'il avait la possibilité d'avoir 17, 18, 19, 20, je suppose, il a échoué. Vous aurez combien d'enfants en 3e pour aller au BPC? Si c'est le cas en première, ou en seconde, ou en première, vous aurez combien d'enfants qui iront maintenant au baccalauréat? C'est la question qu'on se pose. L'exemple que je donne, c'est dit qu'on ne peut pas reprendre un examen, mais on peut reprendre une interrogation. L'enfant qui est bloqué pour des interrogations, pour que cela puisse amener ses parents à payer une souscription, peut réussir à son examen plus tard. C'est là le truc. Après, je pense que la note a précisé et demande au chef d'établissement de trouver d'autres mécanismes de recouvrement, n'est-ce pas, de leur souscription, pour que cette stratégie qui est utilisée à la veille des examens ne soit pas le seul recours, n'est-ce pas? Donc, parce qu'en même temps, il faut préserver le droit au chef d'établissement de prélever ce qui revient à leur établissement auprès des familles. On ne peut pas en train de vouloir sécuriser l'examen pour tous les candidats et en même temps dire aux parents qui peut-être de mauvaise foi peut aussi faire exprès de ne pas payer
et de se dire, c'est le gouvernement qui a dit de ne pas toucher aux enfants la veille des examens, et donc par conséquent, en tout état de cause, on fait exprès de ne pas payer parce qu'on sait que, bon, qu'on le veuille ou non, les enfants ne seront pas touchés. Donc, on ne peut pas non plus encourager cette mauvaise pratique au niveau des parents. Ce qui est sûr, c'était, dès lors qu'on a fait le choix d'envoyer nos enfants à l'école, nous savons ce que cela implique. Et donc, nous devons aussi prendre la mesure de la situation, mais encourager de bonnes pratiques de paiement des souscriptions et permettre aux enfants, n'est-ce pas, d'étudier dans de bonnes conditions, parce que les établissements ont besoin de ces ressources pour que les enfants reçoivent en tout cas, soient éduqués dans de meilleures conditions de travail. Donc, c'est assez délicat. Je pense que l'ouverture qui est donnée aux chefs d'établissement, c'est que tout soit fait pour les nouveaux élèves dès l'inscription, pour les anciens déjà dès le premier trimestre. Après, vous savez, le premier trimestre aussi peut être compliqué parce qu'on sort déjà de la préparation de la rentrée, déjà en début de rentrée, donc les parents font des dépenses, donc en l'espace de 2 mois, demander aux parents en même temps de vider les souscriptions, cela peut être aussi un souci parce qu'en même temps, il y a des fêtes de fin d'année aussi qui sont là. Donc, il faut faire un choix, c'est une question de responsabilité. C'est délicat. Soit vous ne payez pas la frais de scolarité de vos enfants et ils vont fêter Noël correctement. Ou vous les empêchez de fêter Noël, vous payez leur scolarité, c'est un choix. Il y a pas oui, mais ça me plaît bien vos arguments, discussions et autres. Mais le rôle de l'État, il est où? La Constitution dit que l'État travaille à garantir l'éducation aux citoyens. Je n'ai pas vu le rôle de l'État dans la note de la ministre. Non, on avait déjà, je vois là où vous voulez en venir, on avait déjà expérimenté où on a rendu presque gratuite l'école. Donc c'est gratuit pour les filles maintenant. Bon, je ne sais même pas pour pourquoi les filles. on a dit oui jusqu'à un certain niveau. Mais on à un moment donné, 30 000 ou 20 000 des momos récemment. Je ne sais pas si, bon, on est les hommes, eux, ou les parents qui ont fait des enfants garçons, eux, oui, il y a eu n'ont pas besoin de soutien ou de momos il y a eu même des mesures qui ont créé un certain boom dans les établissements. Et après, des problèmes se sont posés, des problèmes de salle de classe, les problèmes d'effectifs. C'est la faute à l'apprenant? Non, c'est pas la faute à l'apprenant. C'est pour vous dire, c'est pour vous dire que si l'État doit prendre les mesures tout le temps pour, tel qu'on le dit, garantir l'éducation à tout le monde, encore que tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école forcément pour gagner son pain de main. Les gens sont apprentis, je ne sais quoi, coiffeurs, apprentis menuisiers. Mais il faut un niveau d'éducation minimum, le CEP ou le BPC. Je suis d'accord. Et ça, l'État doit l'assurer aux enfants. Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Lorsque vous faites vous mettez un élément dans l'autre, je pense que ce que l'État doit faire véritablement, c'est de mettre en place les infrastructures, c'est de mettre en place de bonnes conditions d'encadrement, de garantir que chaque classe puisse avoir des enseignants. Nous sommes loin, par exemple, de garantir toutes ces conditions-là aujourd'hui, ce qui fait que l'État fait le truc à un niveau et d'autres, les partenaires prennent le relais, les établissements privés. Et c'est pourquoi je voudrais dire que les mesures qui sont prises aujourd'hui, on ne doit pas occulter pour être conséquent les conditions dans lesquelles les chefs d'établissement tiennent les établissements. Parfois, on manque du minimum. Vous allez, on vous dit, il n'y a pas de boîte de craie, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Donc, il y en a qui triment véritablement, surtout ceux qui sont dans le privé. Et ça, c'est le manque de responsabilité de l'État. Ce n'est pas la faute au Non, dans aucun État du monde, vous n'allez voir, le gouvernement prend tout en charge. Il y a toujours des aspects que les parents doivent supporter. Ah oui, sérieusement? Oui. Il y a des pays qui ont assumé la charge entière et complète d'éducation de leurs enfants jusqu'au collège. Oui, il y a toujours des partenaires qui interviennent. C'est bien, en fait, de le relever. C'est même écrit dans notre Constitution que l'État assure la garantie du droit à l'éducation. Nous sommes d'accord. Mais quand vous voyez aujourd'hui le budget de l'État, les ministères qui ont pratiquement une grande partie, vous avez les ministères qui s'occupent de l'éducation et vous avez le ministère de la Santé pour que nous ayons le résultat que nous avons aujourd'hui.
mais nous avons d'autres priorités. Je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le dire. Nous n'avons pas encore la capacité d'assurer, justement, il faut voir au niveau de ces budgets, quels sont les choses qui sont affectés justement à l'amélioration des conditions réelles d'accès à l'école. De tout consacrer, même si on consacrait tout le budget à l'État, on est encore toujours des objectifs. Donc je pense que c'est de façon progressive. Il y a quelques années en arrière, justement, je ne sais pas si c'était à notre époque, la scolarité c'était tout le monde. Maintenant, nous sommes allés dans une dynamique où les filles sont exonérées. Donc, je pense que de façon progressive, on va peut-être y arriver un jour où l'État assure l'éducation à 100%. Oui, parce que de votre génération, peut-être aux enfants d'aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez dit aujourd'hui, des filles reçoivent une subvention de l'État. Oui, c'est la nouveauté. Sinon, c'est quelque chose. De mon temps, cela n'existait pas. La scolarité non plus aussi. Cela n'existait pas pour des filles qui étaient à l'école il y a peut-être 15 ans, 20 ans en arrière. Ils n'avaient pas ces possibilités. Donc, je pense que l'État a conscience de son rôle et continue d'innover toujours dans la vision d'assurer un plein épanouissement en matière d'éducation à nos enfants. En plus, nous savons dans quel état se trouvent les infrastructures dans nos écoles, dans nos collèges. Donc, c'est assez lourd comme investissement et je pense qu'on vous dira que nous avons d'autres priorités, ce qui n'est pas faux, parce que voilà, sécurité, santé, infrastructure, et donc il faut toujours mobiliser des ressources, n'est-ce pas, pour ces besoins qui touchent toujours la population. Donc je pense que c'est des objectifs qu'il faut observer sur une longue durée. Nous faisons notre marche, on va peut-être y arriver. Oui, Riche, on va finir. Oui. Il faut dire que c'est assez sensible ce sujet parce que on aura beau chercher à améliorer. Le rôle de l'État, oui. Le rôle de l'État est toujours là. On peut dire que c'est assez facile de le dire. Nous avons les cantines aujourd'hui. Le véritable problème, c'est qu'on nous dira qu'il n'y a pas les moyens. Mais je pense que même s'il n'y a pas les moyens, on peut parfois faire la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est quoi? Regardez là où parfois le budget va et qui n'est pas véritablement prioritaire pour le développement de la nation. Un exemple? Un exemple, on voit des tournées politiques. Par exemple. On voit des tournées politiques où on voit certaines autorités se balader. Attendez, les enfants sont la priorité, c'est l'avenir de demain. Oui, Eric. Nous avons 22 ministres, en plus les députés qui sont à la n'oublions pas les ministres. Non, 2 secondes. Il pense que le personnel politique ne s'aligne pas seulement aux ministres et aux députés. Ça commence déjà avec le président. Ça commence avec les 77, mais ça commence avec les 585-86 chefs d'arrondissement sur le territoire national. Ça commence par les 12 préfets que nous avons et les divers conseillers qu'ils ont nommés à leur poste. Ça commence par les ministres conseillers. C'est un personnel, c'est un vaste personnel. Vous savez combien on a au niveau du Conseil économique et social aujourd'hui? Alors, nous avons beaucoup de... Même si nous citons tout ça, vous voudrez que tout ce personnel travaille de façon bénévole? Moi, je ne... Alors, même si nous allons vers une réduction, n'est-ce pas, et que nous mettons ça tous ensemble, écoutez, ceux dont vous parlez là, assurer une éducation gratuite, maternelle, primaire, secondaire, université, parce que ça fait quelque chose. Ça peut faire quelque chose. Même si c'est une boîte de très important. Même si c'est une petite. Même si ce n'est qu'une réduction de 5 francs dans la scolarité, c'est important. Mais voyez un peu l'évolution de notre système éducatif à la date d'aujourd'hui. Avec les gratuités que nous avons au niveau des filles, la subvention qui est envoyée, les cantines scolaires. On continue justement par avoir comme objectif ce que vous dites là, mais tout en évoluant de façon graduelle. On n'a pas eu besoin justement peut-être de payer 0 francs au personnel politique, mais aujourd'hui nous avons des cantines scolaires. Imaginez qu'avec tout le salaire de ceux qu'on a cités là, on arrive à faire cette petite avancée. Imaginez maintenant qu'on mette la moitié de ce salaire là au service de l'école. Moi je pense que chacun a son rôle dans la société. Lorsque vous parlez de ces personnes, je ne sais pas s'il faut raser tout le salaire pour aller mettre ça dans l'éducation. On n'a jamais dit s'il faut réduire ça, non? S'il faut réduire. Oui, parce que vous pensez que le SMIC là, il faut une action quand même. Même si vous êtes autour de 50 000. Vous savez qu'il y a des gens qui sont à 5 millions le mois. Parce que justement, il faut dans la société, il faut des concepteurs, il faut des gens qui puissent réfléchir pour dire, parce que personne ne va mettre son argent là où il va mettre. N'oublions surtout pas que
Vous le dites comme si n'oublions c'est du surtout vol. Est-ce pas que que ce sont les Donc en fait, en réalité, qui sont en ce sont jeu. les aspirants qui méritent le salaire qu'on leur donne. Si nous ne mettons pas le Benyamin de demain au cœur de cette politique, nous allons tous regretter demain. Je vais demander qu'on paye le salaire d'un aspirant à un préfet. Je vais pas demander ça. L'écart, le gap qu'il y a entre le salaire d'un aspirant et le salaire d'un préfet, d'un ministre, le Et qui n'est pas déclaré officiellement d'ailleurs. C'est de ça qu'on parle. On ne dit pas qu'il travaille pour la République. Je suis d'accord. Je n'ai jamais dit que rien n'a été fait jusque-là. Mais faisons en sorte que ce qui est fait soit amélioré. Même si on pensionne aujourd'hui le salaire de tout cela et qu'on reverse tout au secteur de l'éducation, Oui, vous êtes sûr qu'on aura zéro problème dans nos... Non, mais ça va réduire sensiblement. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on y aille jusqu'au bout. Je pense que pour bâtir un avenir meilleur, pour bâtir un avenir assez, vous savez, assez durable, parce que je pense que allez-y. Merci, monsieur Sela. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Suivez juste après moi à la rue de presse.